Yali, colibri bienveillant, resplendit de beauté, manteau noir, luisant de vert, rouge, scintille les jardins, long bec courbé, extrême finesse, affirme l'élégance, battement d'ailes, rapide, invisible, mun vincitef et immun, merveille divine, Yali, je te prie, bénis mon île. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire Au gré des pages. Ce soir, j'accueille un explorateur, un homme investi, impliqué, engagé et qui a voulu nous faire partager sa passion à travers les mots qu'il a écrits, certainement qui viennent de ses voyages et de ses multiples rencontres à travers les nombreux endroits qu'il a explorés dans sa vie. Général Vaquette, bonsoir. Bonsoir Lauriane, merci de m'inviter. Bonsoir les Itata. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver. Alors, vous êtes déjà passé chez Zitata, mais ce coup-ci, on va parler littérature. Oui. Avec ce conte illustré que vous signez aux éditions A&H, Yali. Alors, déjà, vous êtes commandant de la gendarmerie de Martinique. Et c'est vrai que j'aimerais commencer par ce qui vous a motivé, incité à écrire un conte illustré. C'est vrai qu'on ne s'attend pas vraiment à ce mariage de la part d'un commandant de gendarmerie. Eh bien, moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. En arrivant en Martinique, la Martinique m'a touché en plein cœur. Depuis 3 ans que je suis sur le territoire, et quand on arrive sur une île, il faut respecter son histoire. Il faut comprendre, parce que si vous ne comprenez pas, vous jugez. Vous verrez dans la vie, les gens qui jugent n'ont rien compris. Et puis, en s'intéressant à l'histoire de la Martinique et sa population, j'ai constaté qu'elle avait des racines, des marqueurs très forts. Il y en a deux. Le premier, c'est forcément l'esclavage, parce que le passé ne passe pas, notamment pour certaines personnes. Il faut le comprendre, il y a encore de la souffrance. Et puis, il y a les racines amérindiennes. Donc, j'ai d'abord écrit un roman qui s'appelle Joseph France, qui sera publié en fin d'année, en principe chez Caribe Édition, avec lequel j'ai signé le contrat. Donc on a un scoop là, du coup. Vous avez un scoop, c'est la première fois que j'en parle. Et puis, les autres racines de la Martinique, ce sont les Amérindiens. Et ce que j'ai vu, c'est qu'au quotidien, les Martiniquais respirent, parlent, mangent, ont une attitude, ou se déplacent dans un espace, dans une flore amérindienne, sans en avoir conscience, ou la curiosité. Alors, si on revient sur vraiment l'histoire de ce conte et ce que vous explorez à travers ces pages. Donc, il s'agit de Yali, qui est un colibri qui s'en va délivrer les femmes et les enfants de Matinino, donc l'ancien nom de la Martinique donné par les Taïnos, face au maléfique dieu Luco, qui est avide de vengeance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah oui, tout à fait. Alors, quand je suis arrivé en Martinique, je ne comprenais rien. Je mélangeais Arawaks, Taïnos, Kalinagos, Kaliponan. J'étais vraiment perdu, un peu comme tout le monde dans la région. Donc j'ai décidé ça m'a interpellé. Donc j'ai décidé de lire. Et aujourd'hui, je ne suis que le reflet de mes lectures. Donc je rends hommage à des auteurs martiniquais qui ont fait un énorme travail. Il y a des associations aussi où j'ai beaucoup lu les travaux d'Henri Petitjean Roger. J'ai beaucoup lu les travaux de Marilyn Mouriez-Boulogne, qui est professeure d'histoire ici à Fort-de-France. Elle a publié Contact violent, contact non violent. J'ai rencontré l'association Caribe Culture avec Regina Van Puyenbroek. Cette association essaie de faire vivre la mémoire amérindienne à travers la céramique. J'ai rencontré Marcel Rapon de Carisco. J'ai rencontré il y a peu de temps Sébastien Perrault,
qui a fait un relevé sur les pétroglyphes en Martinique. J'ai vu énormément de Beaucoup monde. de rencontres. Beaucoup de rencontres, et la vie, c'est avant tout des rencontres. Et dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai fait de belles rencontres, j'ai rencontré de belles personnes en Martinique, mais j'ai aussi voyagé autour de la Martinique. Je suis allé dans toutes les îles. Quand les touristes descendent du bateau de croisière à Philipsburg pour acheter des montres dont on ne connaît pas forcément l'origine, et ben moi je prenais mon sac à dos et j'allais dans la ravine Moho à Saint-Martin pour aller chercher les roches des pétroglyphes. Donc vous êtes vraiment un explorateur. Alors oui, c'est ça. Alors je suis quand même pas Indiana Jones, mais ma vie de militaire fait que depuis 39 ans, hein, c'est ma vie, je change d'affectation tous les 3 ans. À chaque fois, je perds des choses, mais j'en trouve des nouvelles. Et je pense qu'en allant chercher de nouvelles choses, ça me permet d'amortir le fait que j'ai quitté des amis, j'ai perdu des choses. Donc j'ai besoin d'aller retrouver d'autres choses, certainement pour compenser ce que j'ai perdu. Voilà. Donc vous allez vraiment au contact et d'une histoire pour mieux comprendre une population et pour mieux interagir avec elle. Parce que vous êtes, je le rappelle, commandant de gendarmerie. Du coup, j'aimerais bien que vous nous rappeliez les missions de la gendarmerie et éventuellement qu'on fasse un petit lien avec justement ce conte illustré que vous signez aujourd'hui. Alors la gendarmerie est chargée de protéger les biens, les personnes, l'environnement et le patrimoine. Au quotidien, les gens ne se rendent pas compte, mais nous avons un patrimoine archéologique très important en Martinique. Et il y a un certain nombre d'infractions qui visent les fouilles illégales, les fouilles non autorisées, le vol d'objets archéologiques, la détérioration, la destruction. Donc en matière de protection du patrimoine, on encourt des peines de prison jusqu'à 7 ans de prison si on vole et si on détruit ce qu'on appelle des biens, des trésors archéologiques. D'histoire, en fait. C'est perdu à tout jamais, donc ça a une valeur très importante. Et ça fait partie des missions de la gendarmerie. On a une convention avec la direction des affaires culturelles et on travaille ensemble, on essaie d'apporter un soutien logistique. Quand on fait des fouilles sur l'île des Ramiers qui vont commencer, on arrive avec l'hélicoptère, on aide les gens à venir. Avec le bateau, on va aider les gens à accéder sur les plages, sur des sites précolombiens. Il y en a beaucoup, quasiment toute la Martinique. Il y a des vestiges, mais vraiment les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est en rendre. Et ça m'a frappé de me dire, mais et en fin de compte, moi je ne suis ni anthropologue, ni historien, ni archéologue. Je suis un peu comme les téléspectateurs. Tout est là. Sauf que les gens ne prennent pas la peine d'aller chercher les choses, ne les voient pas, alors que tout est là. Donc ce que j'ai fait, c'est juste cette curiosité d'explorateur. Je suis allé dénicher un peu tout ça, et je suis allé de découverte en découverte. Et alors je me suis beaucoup inspiré des chroniqueurs qui ont beaucoup écrit après l'arrivée de Christophe Colomb. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un biais cognitif, parce qu'on n'a pas de témoignages des Amérindiens. On n'en a aucun. Oui, voilà, c'est ça. On a la version européenne avec des témoignages extraordinaires. Le père breton avec son dictionnaire caribe français. Alors le père là-bas arrive un peu plus tard. On a l'anonyme de Carpentras dont on n'a jamais su qui était l'auteur avec le capitaine Fleury. Qui arrive bien avant que Nestambuc ne prenne possession de la Martinique. On a déjà des témoignages. Mais les témoignages du début du XVIIe siècle arrivent 5 à 6 générations d'Amérindiens. Alors certains diront natifs, il y a aussi un débat sur le langage. Oui, il y a un gros débat là-dessus, en effet. Et on a déjà une population qui, entre guillemets, a déjà évolué au contact des Européens. Et ce qui m'a frappé également, c'est qu'on parle très peu du génocide amérindien. L'arrivée de Christophe Colomb, on le prend un peu comme Dieu qui descend sur terre, les chevaux, le tonnerre. Il est très bien accueilli dans le nord de la Caraïbe par les Taïnos. Et on est sur quelques années, certains chercheurs, dont Marilyn Mouriès-Boulogne, estiment à 10 millions d'Amérindiens dans l'arc antillais réduit en esclavage. Certains chercheurs estiment même jusqu'à 180 millions de morts. Alors là, le continent plus les Antilles. Et en fait, dans les pages que vous écrivez, dans ce conte que vous déroulez, on suit un peu cette pelote que vous déroulez et que nous, lecteurs, déroulons aussi au fur et à mesure. On ressent un peu
une envie de vraiment faire partager cette Oui. histoire au plus grand nombre et une envie qu'elle soit vraiment plus valorisée, même si elle l'a été par, vous avez cité certains auteurs, certains chercheurs qui l'ont valorisée, mais on a la sensation que vous pensez qu'elle doit l'être encore plus, toujours plus. Oui, toujours plus. Alors ça, c'est tout moi, toujours plus. Parce que j'ai une sorte de boulimie. Je me dis, mais bon sang, tout ça, c'est oublié, les gens, ils s'en saisissent pas. J'ai eu la chance de rassembler le Pulse et j'expose mon Pulse. Et c'est très important pour l'histoire de la Martinique. Puis rendre hommage à cette population qui est toujours là. Et on ne s'en rend pas compte. Enfin, pour moi, j'ai visité alors tous les sites dans la Caraïbe. Je suis allé jusqu'en Colombie, j'ai vu tous les sites. Je suis revenu en Martinique, je suis passé par la Guadeloupe. Et en Martinique, j'ai vu exactement tout ce que j'ai vu dans la Caraïbe. J'ai vu partout et en Colombie. Donc ça m'a vraiment, vraiment frappé. Au quotidien, par exemple, dans le langage créole, On on a retrouve que des mots, effectivement, on est nourri de mots amérindiens. Le cuit, le canoë, canawa. Dans les pratiques, l'alimentation, on est sur la cuisson boucanée. L'environnement dans lequel on vit, en tout cas dans le sud, on est vraiment sur un environnement qui a été façonné par les Kalinagos. Donc aujourd'hui, on a cet héritage. Le jardin créole, c'est un jardin amérindien. Aujourd'hui, il y a un actif syncrétisme avec les apports de toutes les populations qui sont se succédés pour donner aujourd'hui ce qu'est la ce qu'est la créolité, ce Martinique, qui ce fait la qu'est la Martinique, Caraïbe, une la partie de la Caraïbe. Caraïbe en tout cas. Et je dis toujours sur les réseaux sociaux, je commence toujours comme ça, la Martinique est unique. Voilà. La Martinique est unique, Zitata aussi est unique. Bel Mais alliage. voilà, c'est exactement ça. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est en lisant toutes les chroniques, il y avait énormément d'histoires. Et je ne les ai pas retrouvées. Alors, ce que j'ai retrouvé en lisant les chercheurs, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. J'ai eu du mal. C'est pas assez accessible. Mais un chercheur, il cherche. Ce sont des scientifiques qui ont des données scientifiques. Et j'ai trouvé que c'était pas assez vulgarisé. Et je me suis dit, tiens, sans être un spécialiste, je vais parler comme tout le monde et je vais raconter une histoire. Et donc, j'ai commencé par explorer. Je suis allé dans la forêt de mon travail, qui est à Saint-Us, parce qu'on m'avait parlé des roches gravées de la forêt de mon travail que les scientifiques appellent les pétroglyphes. Mais ça s'appelle des roches gravées dans le langage courant. J'ai tourné 3 fois ou 4 fois dans la forêt. Je n'ai jamais trouvé les roches Oui, gravées vous le de mon racontez travail. d'ailleurs, oui. Donc ça m'a un peu inquiété, parce que pour moi, les roches gravées de mon travail, c'est un peu les grottes de Lascaux en termes de valorisation du patrimoine historique de la Martinique. Et donc, quand j'ai enfin trouvé, au bout de 4 tours, les roches gravées dans un site qui est vraiment à l'abandon, ça m'a fait de la peine. Et puis j'ai vu ces visages gravés dans la roche. Enfin, j'ai deviné, hein, puisque vous avez le propriétaire qui vous donne un petit coup de jet d'eau pour essayer un peu de nettoyer. Et j'ai vu des visages incrustés. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi ces visages? Est-ce que c'est une représentation du ciel, sachant qu'il y a 3 ou 6 000 ans, parce qu'on pense qu'il y a 3 ou 6 000 ans, les Amérindiens étaient là. En tout cas, 6 000 ans, c'est sûr, à Trinidad-Tobago, mais il y avait une continuité territoriale, ce n'était pas encore une île. Donc les chercheurs estiment entre 3 et 6 000 ans la présence humaine des Amérindiens ici, en tout cas sur les dernières recherches qu'on a faites. Et d'ailleurs, il y a un parcours vraiment des Amérindiens, enfin qu'on peut suivre un peu sur le territoire, initié avec votre travail et l'association Caraïbes Culture. Alors, c'est ce que je propose à la direction des affaires culturelles et à la collectivité territoriale de Martinique. Il y a plusieurs sites en Martinique. Il y a le site de mon travail où naît le conte. Exact. Et ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a 3 à 6 000 ans, il n'y avait pas de pollution lumineuse. Il n'y avait pas de pollution lumineuse. Moi, j'ai eu la chance dans mes affectations d'être diplomate au Maroc. Donc, j'ai vécu un peu dans le désert pendant 4 ans. Et j'ai eu la chance, dans le désert, de pouvoir observer le ciel. C'est époustouflant. Et je pense qu'il y a 3 ou 6 000 ans, les Amérindiens étaient sous une voûte céleste. Il y a des milliards d'étoiles. Vous ne pouvez pas imaginer, moi je vous incite, pour ceux qui le peuvent, aller dans le désert du Sahara. Vous allez regarder, et là vous allez vous sentir tout petit. Il y a des milliards d'étoiles. Et je pense aux Amérindiens, il y a 3 à 6 000 ans, il n'y avait pas toutes ces Donc lumières. vous vous projetez un Je peu. me projette, je pense qu'ils voyaient ça. Et ça a dû vraiment conditionner leur vie de voir toutes ces étoiles. D'ailleurs, ils avaient une bonne connaissance de la navigation des étoiles, etc. Et alors, ces roches gravées, est-ce que c'était
des visages de leurs ancêtres? Est-ce que c'était une manière de cartographier le ciel? Voilà, et donc je suis parti de cette idée. J'ai visité les autres sites de pétroglyphes. Il y en a 3 de sites de pétroglyphes. Il y en a un, on ne sait pas où il est. Au début du XXe siècle, il y a un chercheur qui a documenté une roche. On pense qu'elle est vers Sainte-Anne, mais il n'a jamais dit où elle était. Donc depuis un siècle, c'est le mystère des roches gravées de Sainte-Anne. On ne sait pas où sont ces roches gravées. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a dans la forêt de Montravail. Il y en a au Galion, dans un petit bosquet. Elles sont magnifiques, elles sont complètement envahies par la végétation. Et puis, de manière inattendue, dans la rivière La Jambette à Châteauboeuf, à Fort-de-France, vous avez des roches gravées. Ce sont les 3 sites qu'on connaît. Il y en a certainement ailleurs qu'on n'a jamais découvert. Puis vous avez des sépultures amérindiennes du XIIe, XIVe siècle qui sont à l'Anse-Bellé, sur lequel il y a eu un cimetière d'esclaves. Voilà les 4 sites. Après, vous avez le grand polissoir de la ville Alors, du on ne va pas Carbet. tout dévoiler, Je vais pas tout dévoiler. parce qu'il faut quand même Ouais, laisser la surprise aux Oui. téléspectateurs pour C'est qu'ils ça. aillent aussi par eux-mêmes et puis qu'ils découvrent certains de C'est ces ça. sites. Est-ce qu'au final, on peut dire que ce conte est une déclaration d'amour que vous faites à la Martinique? Certainement, c'est une déclaration d'amour. La Martinique m'a pris en plein cœur. Et quand on aime les gens, on leur fait des cadeaux. Et c'est un peu mon cadeau à la Martinique, écoutez, parce que très beau cadeau, oui. aux éditions AEH, qu'on peut retrouver. Et puis vraiment, vous arrivez à nous immerger dans les temps anciens, si vous voulez, des temps presque immémoriaux. Et du coup, on le prend comme un cadeau. Donc écoutez, merci pour ce cadeau. Merci. Restez avec nous. Oui. On poursuit avec le cercle littéraire et artistique du Gros Morne qui nous est présenté. Alors bonjour à tous, je m'appelle Monique Ruidel-Daffé. Je suis l'actuelle présidente du Cercle littéraire et artistique du Gros Morne. Donc c'est le Cercle littéraire qui a été fondé en 1970 et donc je suis la dernière présidente. Il y a des présidents qui se sont succédés. Donc notre mission est de porter la culture, d'amener les personnes à la lecture, à l'écriture et aussi tout ce qui peut être sport cérébral. Donc nous avons un concours de poésie qui a été instauré par M. Pierre-Louis Gabin, accompagné de M. Corbin, Mme Piéjos, M. Luce. Donc un concours de poésie avec l'ensemble des écoles primaires et collèges et lycées du Nord-Atlantique. Alors les écoles primaires du Gros Morne et les collèges et lycées du Nord-Atlantique de Cap-Nord. Nous organisons des soirées littéraires très interactives avec l'auteur et l'assistance qui va lire l'œuvre et discuter ensuite avec l'auteur. Hein, ça peut être de la poésie, ça peut être du roman, ça peut être aussi de la science-fiction simplement. Alors les auteurs sont choisis, des fois on les rencontre lors de rencontres, puisque moi je sors un peu, par exemple avec l'association Balisaï, avec les informations qui sont données sur les auteurs qui sortent des œuvres et nous prenons contact. Moi je prends contact avec eux. Et puis maintenant qu'on est un peu plus connus, il y a des auteurs et autrices, je dirais, qui nous contactent pour pouvoir présenter leurs œuvres. Alors la soirée littéraire, normalement, c'est le samedi à partir de 18h, de 18h à 20h, 20h30. Donc nous avons un membre de l'association qui prépare la soirée littéraire avec d'autres membres. Ils lisent l'œuvre et ils organisent avec l'auteur. On voit comment, ce qu'ils souhaitent faire pour animer la soirée. Donc il y a une présentation de l'auteur, il y a aussi des questions qui sont posées à l'auteur et l'auteur répond à l'assistance. Et puis il y a aussi l'émotion aussi qui est montée lors de ces soirées littéraires. Et puis ça finit en général autour de petits pots où nous remercions l'auteur pour son œuvre.
Alors, nous organisons de la communication, notamment beaucoup avec les réseaux sociaux sur WhatsApp. Et puis aussi, on fait paraître dans la ville du Gaumont nos soirées littéraires à travers le réseau aussi de la commune, le Facebook de la commune, tous les moyens de communication qui peuvent toucher la population notamment goumonnaise. Nous organisons aussi tout ce qui est activités culturelles, des sorties culturelles, notamment aller découvrir des lieux historiques de Martinique et de la Caraïbe, et même encore plus loin, Canada, Cuba, voilà. Non, je voulais juste ajouter quelque chose concernant notre concours de poésie. Donc, nous sommes à la 11e édition de notre concours. Nous avons fêté les 10 ans du concours de poésie qui s'appelle Coustipier Parole et à l'Atrium avec tous les enfants qui ont participé au concours. Et on les a récompensés lors d'une cérémonie à l'Atrium de Fort-de-France. Et nous préparons la 11e édition qui va commencer le 23 septembre 2024. De retour sur le plateau d'Au gré des pages et nous allons pouvoir connaître un petit peu mieux notre invité, le général Vaquette. Oui. Alors, je vais vous poser quelques questions. Et du coup, le principe, c'est que vous me répondiez un peu du tac au tac de manière très spontanée. D'accord. Alors, si vous étiez un plat, lequel seriez-vous? Ah, un plat, des pommes de terre. Ok. Si vous étiez un pays? Un pays, je serais la Colombie. Si vous étiez un chiffre? Un chiffre, 4. Si vous étiez un livre? Un livre, ah, je serais Joseph France, l'histoire d'un gendarme abolitionniste oublié. Belle référence, on va chercher et du coup, vous nous intriguez un petit peu. Ouais. Si vous étiez le personnage d'un film? Ah, le personnage d'un film, Robinson Crusoe. L'explorateur encore, L'explorateur, vous avez c'est ça. cette C'est volonté de chercher, Ouais. cette curiosité qui est C'est vrai. ancrée en vous. Ouais. Et pour finir, si vous étiez un mois de l'année? Un mois de l'année? Oui. Novembre. Très bien. Bon ben voilà, les Itata, j'espère que vous connaissez un petit peu mieux le général Vaquette. Et on va tout de suite aller kiffer notre livre. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Julie. Moi, c'est Tia. Nous venons toutes les deux du lycée de Ducos à Paulette-Nardal. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une œuvre qui s'intitule Thérèse Raquin. Donc juste ici, vous allez voir la petite illustration. Émile Zola, c'est un écrivain, un journaliste, le chef du fil du mouvement naturaliste. Et son œuvre, Thérèse Raquin, a fait scandale. Il est traité de boutier et on lui fait des reproches parce qu'il fait de la pornographie. Alors en fait, ce roman, il raconte l'histoire passionnelle de deux amoureux alors que Thérèse est mariée. Donc en fait, ils vont vite se rendre compte que leur amour, c'était vraiment du désir sexuel et pas vraiment de l'amour. Donc en fait, tout au long de ce roman, on va suivre leur chute avec le crime du mari de Thérèse. Et on va même rentrer dans une catégorie, paranormale vers la fin. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je trouve qu'il sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Même la fin est différente. C'est super intéressant en fait de voir un livre qui va vraiment dans le fond des choses et qui montre les choses telles qu'elles sont sans forcément les enjoliver constamment. Et je trouve ça aussi super intéressant de voir à quel point l'ironie du sort est parfois injuste ou méritée. Et voilà. Et toi, Tia, pourquoi tu as aimé ce livre? Moi, j'ai beaucoup aimé cette œuvre parce qu'elle montre la réalité des choses, le monde tel qu'il est, et que ça change des histoires romantiques où la fin se termine toujours bien. Je suis totalement d'accord. En tout cas, on espère que vous aurez l'occasion de lire ce livre parce qu'il est vraiment super pour tous les âges. Et voilà, on vous fait de gros bisous. Merci Julie et Tia pour vos retours littéraires. Général Vaquette, est-ce que ça vous tient à cœur de partager justement votre amour de la lecture avec les jeunes? Ah oui, tout à fait. Moi, je félicite Julie et Tia. Et Tia, ça fait vraiment très plaisir. Surtout qu'on est dans la période, au moment de l'enregistrement du bac, c'est des grands classiques. Et puis, celui qui ne lit pas est condamné à croire les autres.
Oui, c'est vrai que vous l'avez dit, ça, Voilà. effectivement. Donc, C'est important de s'instruire. Et puis la façon dont elle le rapporte avec beaucoup de sincérité, et elle rapporte une émotion. Et c'est ça qui est magique avec la science et la littérature, ça permet de révéler des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Quand on a lu un exact. livre, on le repose. Alors il y a des livres, moi, qui me prennent. Je n'arrive pas à les reposer. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Grands Ongles de Raphaël D'accord. Confiant. Toujours l'ancrage martiniquais, c'était passionnant. Comment Grands Ongles prenait l'esprit? Eh ben, le livre, c'est pareil. L'esprit, le livre, il prend votre cœur, comme les Martiniquais ont fait avec moi. Le livre, il vous apporte beaucoup de choses. Et moi, j'aime beaucoup Patrick Chamoiseau. J'aime beaucoup Patrick Chamoiseau. Donc, un Je peu mon lis- coup de cœur, là, du J'ai un coup. coup de cœur, alors forcément Texaco, je l'ai lu, mais je suis à la recherche dans son écriture du petit mot, de la petite phrase, de la petite idée qui va me faire décoller. Je cherche et donc dans l'écriture de Patrick Chamoiseau, comme d'autres écrivains, mais je pense à Patrick qui est un écrivain hors pair martiniquais, dans son écriture, à un moment donné, je cherche, oui, je suis un chercheur, et j'ai enfin, il a des traits d'écriture qui vous Qui vous font, saisissent un qui me peu saisissent et et... qui me font rêver. Il y a des écrivains, je comprends rien, il faut le dire, hein, et puis il y a des gens qui m'emmènent. Et le livre, je n'arrive pas à le poser. Et c'est assez rare. Et quand j'ai un livre qui me transporte, vraiment une émotion très très forte, particulière. et je le repose. Et malheureusement, il y a des livres qui ne me procurent pas ça. Il y a des livres, j'arrive pas à rentrer. Eh bien, Voilà. on espère que Ouais. ce sera le cas avec Yali, que les téléspectateurs le saisiront et n'arriveront Ouais. plus à le reposer. Justement, on va regarder une bande-annonce où on en apprend un petit peu plus sur ce conte. Quand les dieux amérindiens régnaient sur la Martinique, il y avait Luco et ses 4 fidèles ennemis. Caracaracol, Badrema, Juluka et Guayona. Il y a très très longtemps, chassé comme un lépreux par les Kalinago, le dieu Luco se réfugia avec 4 fidèles ennemis dans la forêt de Montravail à Sainte-Luce. Là, il s'assit sur des roches et enfouit sa tête entre ses mains pendant plusieurs siècles sans bouger, comme une statue. Pendant longtemps, on confondit Luco et ses ennemis vitrifiés avec les roches gravées, de visages simplistes, surmontés de motifs indéchiffrables. On y distinguait pourtant distinctement leurs yeux, nez et bouche en forme de trident. Un jour, Luco se réveilla brusquement. Il mit à exécution sa vengeance, mûrement planifiée, avec patience, durant tout ce temps À passé l'aide de comme ses grand. 4 fidèles ennemis de l'Apocalypse, il transforma alors les enfants de Matinino en grenouilles et enleva toutes les femmes. Puis, il déclara la guerre à la lune et à sa fille, Yali, un colibri. Yali est un conte écrit par William Vaquette et illustré par Joseph Albanese, publié aux éditions Jacques. De retour en plateau pour parler de Yali. Alors, la bande-annonce qu'on a vue va un petit peu plus loin que nos échanges. Et du coup, ça nous donne envie d'explorer un petit peu ces figures un petit peu imaginaires, ou en tout cas qui ont créé toute cette société caribéenne de l'époque. Finalement, Yali, c'est qui? Alors Yali, alors déjà on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, et j'ai décidé que ça serait une femme, parce que la place de la femme en Martinique est importante, parce que quand les Taïnos, accompagnant Christophe Colomb, qui aurait débarqué au Carbet, ce sont les Taïnos qui ont donné le premier nom de la Martinique. C'est pas Madinina, c'est pas l'île aux Fleurs, c'est pas Joana Serra, l'île, c'est l'île aux femmes sans père. Parce que Christophe Colomb, quand il arrive, il a avec lui le livre des merveilles de Marco Polo. Il pense avoir découvert l'Amérique, donc l'île des Amazones. Et il se trouve que dans les Antilles, ça c'est la réalité, c'est qu'à partir de décembre jusqu'en mars, les Kalinagos ont l'habitude de partir en razzia dans le nord. Et les Kalinagos ont l'habitude de faire des razzias dans le nord chez les Taïnos. Donc ils observent les étoiles et ils partent et ils laissent ces femmes et les enfants seuls. Et quand Christophe Colomb arrive, il n'y a que les femmes et les enfants. Et il est
toujours dans cette mythologie médiévale. Il ne faut pas oublier que Christophe Colomb qui arrive, c'est avec des gens qui sortent de la Reconquista espagnole, qui ont commis les pires atrocités face aux musulmans en Espagne pour les repousser en Afrique du Nord. Il est baigné de la mythologie. Et donc, Yali, ça fait partie des mythologies qu'il va rencontrer. Donc, dans le sud des Antilles, la Lune s'est faite homme, a fait un enfant et une femme Kaliponane, puisqu'il y avait une distinction linguistique entre les hommes et les femmes. C'est vraiment très misogyne, les Kalinagos. Et une fille est née. Alors, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. J'ai souhaité que ce soit une fille. Yali, donc. Yali, voilà, parce que c'est moi qui tiens le crayon, donc autant que ce soit ce que j'aime. Et donc... la fille est née, elle a été présentée à la Lune. La Lune lui a donné un long nez et un bec, lui a dit « Tu seras un yérété », ce qui veut dire foufou en créole, ou colibri, elle s'envola. Et pendant des siècles, en tout cas jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb, ici, certainement 3 à 6 000 ans, l'origine du monde, c'était Yali le colibri. Et à partir de ce personnage qui est central en Martinique, puisque le colibri est partout, oui. j'ai bâti ce conte. Mais en même temps que dans le sud des Antilles, il y avait Yali, qui était adoré par les Kalinagos. Dans le nord, les Taïnos adoraient quelqu'un d'autre. C'était Luko. Luko qui était un D'où peu... cet affrontement que vous imaginez dans ce conte. Parce qu'au gré des razzias, des banarés, il y a eu beaucoup d'échanges d'identité. Ce n'est pas une extermination immédiate des Kalinagos qui tuent les Taïnos, c'est faux. Les Taïnos dans le nord, ce sont des gens, ce sont des mangeurs de manioc, ce sont des gens, ils ont la même origine d'une communauté linguistique arawak. Il n'y a pas de peuple arawak, il y a une communauté linguistique arawak. Dans le sud, reste... un peu comme les Touaregs dans le désert, pour faire le lien avec tout à l'heure, ce sont des gens qui vivent vraiment comme des guerriers. Il y a peu de choses dans le sud des Antilles. Et puis dans le nord, ils se détendarisent parce que la République dominicaine, Puerto Rico, Cuba, à l'époque, et donc ils s'enrichissent. Et les Kalinagos ont l'habitude de faire des razzias. Et chaque population invente le dieu qui correspond à ses ententes à un moment de l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu souvent beaucoup plus de dieux que de dieux uniques. C'est assez récent. Et donc, les Kalinagos adorent Yali au sens adoration de l'origine du monde. Et puis, dans le nord, les Taïnos adorent Luko. Mais quand Luko perd ses adorateurs parce que les Taïnos disparaissent, Luko se réfugie dans la forêt de Montravail. Il s'assoit avec 4 émis sur les rochers. Les émis, c'est les saints des chrétiens ou les marabouts des musulmans. Et puis, il réfléchit pendant des siècles et des siècles en se disant comme ça, mais bon sang, comment j'ai pu en arriver là? Et là, il se vitrifie, il se confond avec la roche, et c'est l'explication que je donne au début du roman et de la bande-annonce, de dire, mais voilà, ces visages gravés, ce n'est pas des ancêtres, finalement, c'est un peu comme pour les plus jeunes ou les moins jeunes, Star Wars, Han Solo, qui est vitrifié dans la roche pour faciliter un voyage. Et il va se réveiller. Et en se réveillant, il va se passer beaucoup de choses. Mais que vous racontez que je raconte dans le conte. On pourrait vous écouter pendant des heures parce que c'est vrai qu'on sent cet amour et cette envie que vous avez de transmettre les connaissances que vous avez pu acquérir. Écoutez, j'ai envie de conclure en vous demandant comment est-ce que vous imaginez la suite? Est-ce que vous imaginez une suite à ce conte? Oui, alors je suis déjà en train de l'écrire. Effectivement, je pense que ce serait intéressant d'avoir la colonisation vue par les Amérindiens. Parce que nous n'avons qu'un témoignage de la colonisation vue par les chroniqueurs. De l'intérieur, en fait. De l'intérieur. Et là, il faudrait changer de point de vue et de faire parler les Amérindiens, de décrire ces colons, notamment à partir de l'histoire du capitaine Fleury. C'est très intéressant aux marins sur l'île et Baudet. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis dessus. Ça serait la suite. Ça serait un peu comme Amin Malouf a fait les croisades vues par les musulmans, enfin par les Arabes, disait-il. Ben, j'aimerais bien avoir la colonisation vue par les Amérindiens. Ouais. Est-ce à dire que nous nous reverrons peut-être bientôt? Alors, mon képi sera à Paris dans quelques semaines, mais mon cœur reste à tout jamais en Martinique et auprès des Martiniquais. Eh bien, on vous dit merci beaucoup, Général Vaquette, et puis à très bientôt. Oui. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être sur notre plateau aujourd'hui. Et je rappelle que vous publiez le conte illustré Yali, quand les dieux amérindiens régnaient sur la Martinique, aux éditions AEH.
Quant à vous, chers Itata, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain.